Bienvenue dans le grand rendez-vous, mesdames et messieurs. C'est le dernier lundi du mois d'avril. Il est 19 h. Voici pour vous les prévisions météorologiques, une réalisation de Christian Quenom. Merci à vous, Christian Quenom, pour la météo de demain 7 h. Et il faut préciser que ce ne sont que des prévisions. Toutes nos amitiés à tous ceux qui nous suivent depuis Abomey et à tous ceux qui sont natifs de cette localité du Bénin, de cette commune du Bénin. Allez, mesdames et messieurs, Barnabé Roukari nous revient sur le grand rendez-vous ce soir. Cette fois-ci, il nous parle de l'exploitation de la vallée de l'Ouémé, comment procéder pour davantage bénéficier de cette richesse. Ce sera dans votre rubrique Monde agricole. Les Nations Unies alertent le monde face à une extinction probable de 500 000 à 1 million d'espèces animales et végétales d'ici les années prochaines. Une inquiétante alerte dont nous parle aujourd'hui Roch Aurélien Akweyinou et son invité Mariano Rungbedji. Il est spécialiste en gestion de la faune et des parcours naturels. Comment trouver des idées pour en faire de bons projets porteurs de développement et quels sont les grands axes de leur rédaction afin de convaincre les bailleurs de fonds? Nous poserons toutes ces questions à l'expert de ce soir. Il s'agit de Eric Wadain Tongdi, il est gestionnaire de projets. Autant savoir reçoit ce soir le médecin du travail, Paul Ayelo, avec votre chroniqueuse Agnat Bello et l'invité. On va s'intéresser à la thématique sécurité et santé au travail. Tout le monde est concerné. Et la messe de l'information sera dite ce soir par Estelle Pazo. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. Oh, que vous êtes belle ce soir. Merci beaucoup. Vous vous portez très bien? Ça va très bien chez vous? Ça va très bien, oui. Aussi. Alors, au menu du 1945, qu'est-ce qu'on retient ce soir? Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Être une femme ronde et s'adonner à la salsa, ce n'est pas évident, mais Adeline Agasuno combine avec brio les deux. Sa corpulence ne l'empêche pas de se mouvoir au rythme des sonorités latines. La rédaction vous propose son portrait. On s'intéresse aussi à cette forme d'expression des artistes peintres qu'est le maquillage artistique. Lionel Atterré en a fait sa profession et il nous en parle. Et puis prendre en os le frère de son mari défunt, pas facile pour la femme. Et c'est pourtant ce qu'elles vivent encore dans certaines familles. Le Lévira, l'autre calvaire des femmes, c'est un reportage à suivre également dans le journal à 19h45. Merci à vous, Estelle Pazo. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, vous n'avez encore rien raté. Bonsoir à vous. Et les bonnes choses vont démarrer tout de suite avec le premier plateau, Monde agricole. La vallée de l'Ouémé, comment réussir son exploitation? On en parle ce soir avec Marcel Betoro et Barnabé Roukari, agro-environnementaliste. Mais d'abord, voici ce que Jérôme Rumbo nous propose sur la vallée de l'Ouémé.
La basse et moyenne vallée de l'Ouémé s'étend sur une superficie de près de 5000 km² et couvre 15 communes réparties sur 3 départements, l'Ouémé, le Zou et l'Atlantique. La basse et moyenne vallée de l'Ouémé a l'avantage que chaque année, il y a un processus naturel de renouvellement des nutriments, des minéraux au niveau donc de cet espace-là, du fait des processus de drainage, etc., d'inondation, et qui entretient de façon presque continue cette fertilité. Et l'autre élément, nous avons aujourd'hui fait des choix de mettre l'accent sur un certain nombre de cultures. Le riz, le maraîchage, le maïs. La basse moyenne vallée de l'Ouémé peut nous aider très vite à atteindre ces objectifs quand ce sera bien aménagé. Ici, le long du fleuve Ouémé, la terre est très fertile, mais moins de 30% des plus de 70 000 hectares de terres cultivables sont exploités. Au sud du département du Zou, la commune de Ouenri jouit d'un atout particulier. Frontalière à Ouenri, la commune de Bonou dispose d'une vaste palmeraie. Avec environ 450 000 habitants, l'on y cultive le maïs, le manioc, les produits maraîchers, etc., mais à une faible échelle, faute de main-d'œuvre. Aujourd'hui, dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé en République du Bénin, deuxième vallée plus riche après celle du Nil en Égypte, le secteur tertiaire est encore de type traditionnel, familial et confronté à des difficultés d'enclavement, d'approvisionnement en intrants et d'accès aux zones de production. Un défi que le gouvernement se propose de relever. Merci à vous, Jérôme Hongbo. La vallée de l'Ouémé, deuxième vallée plus riche après celle du Nil, mais aucune étude scientifique ne confirme la chose, nous a-t-on dit sur ce plateau. Marcel, comment allez-vous? Ça va bien, et chez vous? Je me porte très bien aussi. On parle de la vallée du Nil, de la vallée de l'Ouémé, mesdames et messieurs. Aucun. Nous parlons de la vallée de l'Ouémé, comment réussir son exploitation. Et comme je le disais, nous sommes ce soir avec Barnabé Ronkanri, agro-environnementaliste. Monsieur Ronkanri, merci d'être là ce soir. Bonsoir. Je suis géographe spécialiste des questions rurales. Géographe spécialiste des questions rurales. C'est mieux. C'est mieux. D'accord, on va essayer de rectifier. Alors, Marcel, on peut y aller. Oui, merci beaucoup. Je pense que M. Barnabé Ronkanri même a donné la précision. On dit souvent agro-environnementaliste parce qu'il est aussi, et surtout au niveau du monde agricole, quand on a besoin de celui-là qui pourra nous donner des explications. Mais il se réclame plutôt géographe. C'est ça. En matière des études, c'est géographe, spécialiste des questions rurales. Alors, ce soir, nous allons poursuivre avec notre vallée de l'Ouémé. Et nous avons déjà, avec les téléspectateurs, nous avons vu déjà les caractéristiques liées à cette vallée. Il est question maintenant de voir l'exploitation qu'on peut faire de cette vallée. Selon vous, quelles sont les pistes aujourd'hui à explorer pour quand même bénéficier de la richesse que regorge cette vallée de l'Ouémé? Merci, Marshall. Marshall ou Marshall? Je réclame aussi Marshall. Marshall. Toutes mes excuses. Je vous en prie. Donc, nous avions déjà démarré par dire ce qu'il faut faire pour bénéficier de cette vallée. Nous avons dit que c'est une vallée riche. Personne ne peut confirmer. La seule chose qui nous permet de confirmer la richesse de cette vallée, c'est d'aller faire des études pédologiques dans ce milieu. Il s'agit d'aller faire des échantillons de sol, comme on peut préparer le sang, on peut prendre le sang de quelqu'un, aller l'analyser et savoir qu'est-ce qu'il lui faut, qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'on peut lui apporter. On peut savoir exactement de quoi ces sols regorgent comme éléments nutritifs et la composition de ces sols, ça va avec quelle spéculation. Parce que quand vous prenez chaque spéculation que nous faisons, chaque spéculation a ses exigences edaphiques, c'est-à-dire en matière de sol, de quoi j'ai besoin pour mieux donner de rendement. Lorsque nous savons ces exigences de nos spéculations, je parle de ce qu'on appelle culture généralement. Quand vous prenez le maïs, c'est une spéculation, le niébé, c'est une spéculation. Donc, vous prenez chaque spéculation, quelles sont les exigences edaphiques de chaque spéculation que nous allons corréler avec les caractéristiques physico-chimiques de la vallée. Lorsque nous le faisons, nous allons élaborer avec le temps les cartes d'aptitude culturelle de la vallée de l'Ouémé. Cela nous permet dans un premier temps d'éviter la navigation à vue. Je suis paysan, j'ai mon espace, je veux faire le maïs. Est-ce que je peux faire le maïs sur cet espace et avoir un meilleur rendement?
Je pense que vous avez fait des travaux de recherche. Des travaux ont été déjà faits dans ce milieu. Et qu'est-ce qui a été quel est le constat fait sur le terrain? Si vous devez vous baser sur mes travaux réalisés, il faut forcément qu'on projette les cartes d'aptitude culturelle pour être en train de commenter, parce que c'est aussi vague lorsqu'on va le dire comme ça. Mais si vous prenez... C'est ce que nous présente là le réalisateur? Là, c'est juste des travaux qui se font sur une terre donnée. Les terres ne sont pas les mêmes. Les compositions physico-chimiques des terres ne sont pas les mêmes non plus. Donc, tenir compte des caractéristiques physico-chimiques des sols en rapport avec les spéculations que nous faisons de milieu. Ça fait le premier aspect qu'il faut prendre en compte. Deuxième aspect, comment retenir l'eau pour permettre aux paysans de pouvoir l'exploiter en temps réel pour faire l'agriculture. Deuxième chose. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le cadre participatif, parce que si vous voulez faire le développement d'une localité, il faut y aller avec les acteurs du milieu. Il ne faut pas leur imposer un programme de développement. Il faut aller vers ces acteurs qui tenir compte de leurs aspirations. Qu'est-ce qu'ils veulent de la vallée? Qu'est-ce qu'ils pensent de la vallée? Parce que de tout le temps, tout le monde pense que tous les paysans veulent avoir une terre dans la vallée. Ils veulent avoir une terre dans la partie, la plaine inondable. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec le défaut de maîtrise de l'eau, tout le monde fuit cette plaine inondable pour aller vers les terres du plateau. À part déjà l'étude de sol, quelle autre piste est-ce qu'on peut? C'est l'eau, nous avons dit, le cadre participatif pour que tous les acteurs impliqués dans le secteur puissent ensemble définir les priorités en matière de développement. Parce qu'il y a il y en a qui ont on dira, nous, chez nous, on ne fait pas telle spéculation, parce que notre fétiche ne supporte pas. Donc, il faut aller sur ces facteurs sociologiques aussi pour mieux réussir. Donc, voilà, si je comprends bien, en l'état tel que la vallée est exploitée, ça ne profite en rien? Ça ne profite pas à l'État et ça ne profite même pas aux acteurs du milieu. Chacun y va de ses propres moyens et cela ne peut pas. Mais moi, je me demande pourquoi on ne peut pas tricher. Si on dit que la vallée de l'Ouémé vient quand même après la vallée du Nil, qui a aussi assez de richesses comme celle de l'Ouémé, pourquoi on ne triche pas en matière de stratégie? C'est pas bon, hein? Ce que les autres ont fait qui a marché ce jeu, pourquoi on ne peut pas tricher tout simplement et copier. Jusqu'à ce jour, personne ne pourra vous dire comment est-ce que ça marche là-bas. Parce il n'y a pas eu d'études non plus? Nous ne sommes pas dans la vallée du Nil ici. Nous savons ce qui se passe chez nous. Mais dans la vallée du Nil, les gens font leur exploitation. Sur quelle base ils font leur exploitation? Nous n'avons pas les mêmes types de sol dans cette partie que dans la partie béninoise. C'est encore compliqué. On ne peut jamais, en matière d'agriculture, tricher ce que quelqu'un fait. Il faut partir des réalités du milieu pour savoir quelle spéculation mettre pour que ça marche. Il faut forcément les études. Donc, nous avons notre espace. Allons vers la connaissance de cet espace, la meilleure connaissance. Et il y a déjà des documents qui ont été réalisés, qui existent. Moi, j'ai fait ma thèse sur... C'est pourquoi on parle de l'agro, sur sol et agriculture dans cette vallée. Il y a d'autres aussi qui ont pris d'autres aspects qu'ils ont développés. Donc, il y a aujourd'hui de la base. Il y a une base de données sur laquelle le gouvernement peut se baser et démarrer les travaux de... Mais déjà, la dernière fois, vous avez parlé d'un projet, je ne me rappelle plus trop, un projet quand même qui va prendre en compte la vallée de l'Ouémé. Est-ce qu'on peut revenir sur ça? Je parlais du projet d'électrification Dogo Bis. Dogo Bis, c'est un projet qui est installé entre Kétou, Savé et Dassa, dans la région d'Akofo-Djoulé. Lorsque ce projet sera réalisé, c'est un projet d'aménagement hydro-agricole. On va fournir de l'électricité, un barrage hydroélectrique du moins. On va fournir de l'électricité, c'est un bel aspect. On va créer un lac artificiel pour la pêcherie, c'est aussi bien. Mais désormais, la vallée qui bénéficie des éléments nutritifs venant du Nord Bénin ne pourra plus bénéficier de ces éléments et cette vallée n'aura plus son sens. Le projet va démarrer, va fournir de l'électricité, va créer un lac artificiel, va faire beaucoup de choses, mais ça veut dire que le projet a deux aspects. C'est que la vallée n'existe plus. La vallée dont vous parlez aujourd'hui, vous dites deuxième vallée la plus riche, ça n'existera plus. Parce que ce qui fait la force de cette vallée, c'est
des éléments nutritifs qui viennent enrichir de façon naturelle, parce que dans cette partie de notre pays, vous n'avez pas besoin d'engrais. Si on doit contrôler l'eau, c'est qu'on risque de perdre ces éléments nutritifs. Si vous contrôlez l'eau, c'est que vous savez exactement quelle quantité d'eau passe désormais, il n'y aura plus de crues. Alors ce sont les crues qui favorisent la fertilisation. Mais que faire alors là concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne suis pas un décideur. Non, moi, mais d'abord, au niveau de la vallée même déjà, par rapport à l'exploitation, pour mieux exploiter cette vallée. Que faire? Est-ce qu'on doit demander aux agriculteurs, à ceux qui l'exploitent, d'arrêter tous travaux et d'attendre des études que vous proposez? Non, vous ne pouvez pas leur demander d'arrêter tous travaux. Mais pendant qu'ils le font, vous y allez et vous faites vos prélèvements, parce que c'est des fausses pédologies qu'on ouvre. Vous faites des prélèvements, des échantillons de sol, vous faites les analyses, vous revenez. Moi, je me rappelle quand je faisais ce travail, il y a bien des paysans qui étaient intéressés, qui disaient, de grâce, au retour, dites-nous comment est-ce que ça va pour que nous sachions quoi faire. Parce que je leur ai expliqué ce que je faisais dans le temps. Mais moi, ce que je veux savoir aussi, il n'y a pas que l'agriculture quand on parle de la vallée. Non, il n'y a pas que l'agriculture. Nous avons un plan d'eau. Et sur ce cours d'eau-là, vous pouvez faire de la pêcherie. Il y a bien des étangs piscicoles qui sont installés le long. Mais le risque que nos parents courent dans cette partie, lorsque vous installez un étang piscicole et que vous ne prenez pas toutes les dispositions qu'il faut, l'eau de crue vient, emporte tout ce que vous avez dans votre étang piscicole. Donc, vous êtes obligé d'aller à une certaine distance et en le faisant, peut-être que vous ne maîtrisez pas toujours la quantité d'eau qu'on va recevoir l'année qui va venir. Donc, vous le faites avec beaucoup de précautions, avec aussi aujourd'hui le défaut de maîtrise de l'eau. C'est un gros risque que nous prenons. Franchement, c'est vraiment un sujet très intéressant, mais le temps passe tellement vite et je suis obligée, docteur Henry, de vous dire tout simplement qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, tout en espérant que les téléspectateurs ont également compris comme moi que c'est une vallée très riche et qu'il faut l'exploiter, mais d'abord, il faut faire des études, il faut approfondir les études pour savoir quel type d'agriculture adopter ou quel type de pêcherie adopter, tout simplement. Heureuse d'annoncer. Ce sera tout pour Monde Agricole, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, voilà, c'est terminé pour Monde Agricole. Monsieur Onkanri, merci, bonne soirée. Je vous remercie. Alors, on va à présent installer l'expert. Comment trouver des idées innovatrices? Comment rédiger des projets porteurs de développement, des projets bancables, je dirais? Nous sommes avec M. Wadaïn Eric Tongji pour aborder le sujet. M. Wadaïn, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui suis honoré. Alors, on parle de projet porteur de développement. Qu'est-ce que c'est? Un projet porteur est un projet qui, d'abord, au départ, est pertinent et qui est construit sur de la pertinence. Un projet pertinent, oui, pertinent, construit sur de la pertinence. Sur de la pertinence qui répond à un besoin qui existe. C'est-à-dire que c'est un projet qui est écrit autour du concept de satisfaire un besoin. Donc tous les projets ne sont pas porteurs de développement? Pas tous, hein, pas tous. Il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets de développement, il y a des micro-projets, il y a des start-up, il y a plusieurs types de projets. Aujourd'hui, nous assistons au développement. Quand vous suivez par exemple ce qui se passe ailleurs, vous allez voir que les types de projets, comme ça se faisait, se modernisent. C'était traditionnel, maintenant c'est beaucoup plus moderne. Ce n'est même plus de grandes entreprises où il faut avoir des locaux, etc. Tout se fait à partir d'ordinateurs ou de petits locaux. Voilà. Mais comment trouver les idées novatrices? Quels sont les critères de choix? Les critères de choix, pour partir d'une idée, pour aller à la rédaction d'un projet, il faut partir d'abord de son environnement. L'observation de son environnement, d'accord? Et quand je me lève par exemple le matin, dans une journée, de quoi est-ce que j'ai besoin et que je n'ai pas? De quoi a besoin mon collègue qui n'a pas? C'est autour de l'identification de ces besoins-là qu'on construit des projets. Les projets, c'est-à-dire un service que je vais apporter à un besoin qui existe pour être rémunéré pour ça. Voilà. Donc, il faut déjà penser aux besoins. Comment résoudre tel besoin? L'idée peut partir de là. Oui, les besoins existent. Il faut les identifier et il faut aller vers la satisfaction de ces besoins-là. C'est autour de ces concepts-là que l'on
que l'on construit un projet. Donc on ne reste pas dans les 4 murs de sa chambre et puis on dit, bon, j'ai telle idée, je vais écrire et puis je dépose et finalement on dit, on n'a jamais trouvé de financement pour trouver nos projets. L'idée peut partir de ta chambre, mais elle va rester idée dans la chambre si ce n'est pas écrit. Si ce n'est pas écrit. Oui. Et l'erreur que beaucoup de jeunes commettent aujourd'hui, ils ont plein d'idées, mais ils ne prennent pas la peine d'écrire leur projet. Vous ne pouvez pas discuter d'un truc qui est dans votre tête. Il faut écrire le projet. Il y a différentes phases de rédaction d'un projet. Voilà, on va l'aborder en même temps parce que trouver l'idée, d'accord, mais si l'idée est mal décrite en projet, on ne trouvera pas de financement. Comment rédiger alors un projet porteur de développement bancable? J'ai dit qu'il faut d'abord l'idée. Oui, quand l'idée y est, après l'idée, la rédaction. Il faut passer à la rédaction. Et la rédaction, à la rédaction, ça se fait comment? Nous avons plusieurs ressources pour nous inspirer sur la rédaction d'un projet. Nous pouvons aller sur Internet, nous tapons les différentes étapes de la rédaction d'un projet. Nous avons tout, mais ça, c'est beaucoup plus théorique. Tu as un projet, tu as une idée, tu as un projet, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton stylo, tu prends ton ordinateur et tu l'écris. Tu commences par le contexte. D'où est partie cette idée que tu as eue? Est-ce que c'est la satisfaction d'un besoin ou est-ce que c'est la création d'un besoin ou est-ce que c'est, je ne sais pas, n'importe quelle que soit l'idée que tu as sur un projet, il faut l'écrire. Il y a l'objectif du projet, le contexte, l'objectif général du projet, les objectifs spécifiques du projet, après les résultats que tu attends, et par rapport aux résultats que tu attends, quelles sont les actions que tu vas mener, d'accord, les différentes activités que tu vas mener pour satisfaire ou aller à ces différents résultats-là, d'accord. Et tu finis d'écrire ça, toi, seul, et maintenant tu soumets cette idée-là à tes proches, à ta famille, à tes parents, à tes amis, à tes collègues, et autour de ça, parce qu'une idée ne peut pas devenir un projet concret si elle n'est pas soumise à réflexion. Parce que lorsque vous confrontez les idées avec vos amis, ils vont développer des paramètres que toi, tu n'as pas vus forcément. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes également ont peur du fait que leurs idées soient détournées, leurs projets soient détournés. Donc, on préfère tout faire soi-même, aller déposer et attendre une satisfaction. Oui, c'est vrai que les risques de vol de projet existent. Moi, j'ai été victime de ça 2 fois. Bon. Oui, j'ai écrit un projet relatif à l'octroi des prix à des enseignants que j'ai fait en 2004, 2005, 2009, mais quelqu'un l'a volé après. Moi, ce qui m'a plu, c'est juste que ça continue d'être fait. Voilà, moi j'ai été positif, ça continue d'être fait. L'objectif c'est que les enseignants, que j'étais enseignant, soient reconnus dans l'effort qu'ils font. Alors, si on revient à la rédaction, vous avez dit tantôt il faut le contexte. Et là il faut y mettre. Il faut dans le contexte. D'où part l'idée. Ouais, d'où part l'idée, de quoi c'est né, quels sont les différents constats qui ont fait naître cette idée en nous, sur le plan général, sur le plan moins général et sur le plan spécifique maintenant. Et je décline sur l'objectif du projet. Qui sera un objectif déjà général. Oui, un objectif général, mais plus précis. Parce que ce qu'on ne nous apprend pas, c'est quels sont les termes dans lesquels il faut formuler un objectif. Un objectif, je le dis ici en même temps, ça se formule avec un verbe à l'infinitif. Un objectif est un verbe à l'infinitif. Un objectif est une action qu'il faut, un verbe d'action. Je prends un exemple. Je veux écrire un projet dans le secteur de la santé, d'accord? Je dis améliorer ou contribuer à l'amélioration. Contribuer à l'amélioration de la santé des populations de Soava et contre le paludisme. Je peux dire ça. Maintenant, si je prends cette idée-là, cette idée générale, comment est-ce que je peux décliner cette idée générale en idées spécifiques, les idées plus petites? J'ai dit améliorer. Maintenant, quels sont les différents objectifs que je vais écrire? Qui vont m'amener à améliorer. À améliorer. Okay. D'accord. Je peux mettre former les enseignants, qui en retour vont former les élèves. Vous comprenez? Former, c'est un verbe d'action. Vous comprenez? Je dis améliorer l'état de santé des gens, mais contribuer à l'améliorer. Après, je dis
former les enseignants. Je peux dire renforcer les capacités des mères à la maison. Voilà. C'est des petits trucs qu'on ne nous apprend pas forcément, dans les cours théoriques. Et maintenant, lorsque je finis avec les activités spécifiques, les objectifs spécifiques, j'en arrive aux activités. Aux activités qui vont aboutir à des résultats. Si par exemple, j'écris former les mères ou les enseignants, l'activité c'est quoi? C'est juste le substantif, formation de 50 mamans ou 50% des mères, ou bien renforcement des capacités des enseignants. C'est un peu ça. Maintenant, les résultats, c'est quoi? C'est juste en étroite entente avec les activités que j'ai mises. C'est que les 50 mères ou les 50% des mères de Soie-Voix ont été formées. Là, on écrit comme si l'action est déjà menée. Très bien. C'est ça la pensée positive. Quel que soit ce que vous avez à faire, vous formulez déjà la chose comme si elle a été déjà réalisée, alors que c'est un résultat qui est attendu. Mais est-ce que ce plan est pareil pour tout type de projet, et quel que soit l'organisme? Parce qu'on entend souvent dire que les organismes internationaux ont le plan de conception de projet et tout. Est-ce que ça, c'est conforme à toute entreprise? C'est un canevas. Quand vous prenez les canevas de projets de l'Union européenne, ils sont pas forcément les mêmes que au FMI, ou ils ne sont pas les mêmes forcément dans les ONG internationales ou nationales que nous connaissons. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. Maintenant, eux, ils mettent des canevas pour ne pas que les gens débordent. Voilà, pour ne pas trop écrire. Pour ne pas trop écrire. Aujourd'hui, quand vous écrivez un projet pertinent, c'est au plus 4 pages. De l'introduction, du concept et du projet jusqu'à la réalisation du cadre logique, c'est au plus 4 pages. Donc, le volume ne fait pas le projet? Non, pas du tout. C'est la pertinence. C'est maintenant ce que vous dites pour défendre votre projet. Et il faut que le projet aussi, pour trouver le financement, il faut que le projet aussi s'inscrive dans les plans d'action de l'ONG ou du partenaire auquel vous soumettez le projet. C'est ce que les gens ne savent pas faire souvent. Et comment le faire? Comment faire ce suivi-là après la rédaction du projet? On va déposer et parfois on n'a jamais de retour. Comment faire le suivi pour obtenir du financement? C'est une question assez pertinente. Je donne un exemple. Nous sommes en avril 2019. J'écris un projet maintenant. Quelle que soit la pertinence du projet que j'écris en avril 2019 et que je soumets à n'importe quelle organisation en juin ou en mai 2019, je n'aurai pas de financement. Ça, c'est sûr. Et pourquoi? Pourquoi? Si l'organisme auquel je soumets le projet est un organisme sérieux, ça veut dire que déjà, l'année 2018, eux, ils ont déjà leur plan d'action. OK. Ah oui, ils ont déjà leur plan d'action, qui est la somme des projets qu'ils vont dérouler en 2019. Donc, si j'écris un projet en 2019, il faut que j'attende que ce soit 2020, pour que, si je le soumets, pour que l'organisme auquel je soumets ça mette ça dans son plan d'action pour l'année qui va suivre. Oui, nous sommes impatients. Nous faisons les projets, nous écrivons les projets, qu'ils soient pertinents ou non. Nous les écrivons ce mois et nous attendons qu'à la fin de l'année, que nous soyons, que le projet reçoive un financement. Ce n'est pas ça, c'est pas comme ça se passe. Mais il suffit-il alors de déposer ce projet en 2019 et penser avoir du financement en 2020 et obtenir réellement le financement? Il faut d'abord identifier, c'est une autre étape, l'identification des différents possibles bailleurs de notre projet. Il faut que le projet que j'écrive, c'est pourquoi avant d'écrire un projet, quelle que soit la pertinence de notre idée, il faut d'abord faire le tour des ONG ou des potentiels bailleurs pour voir quels sont les différents secteurs d'activité qui les intéressent. D'accord. Vous voyez, il faut d'abord faire il faut connaître l'organisme, son plan d'action, les domaines qui les intéressent, etc. Et c'est dans ce domaine-là que j'écris mon projet, que j'oriente mon projet. Si j'écris et que je dépose en 2019, je vais au PAM ou je vais je ne sais pas, au PSI, je dis quelque chose, et je dis, écoutez, voilà, j'ai écrit ceci. Si ça ne s'inscrit pas dans leur plan d'action, ça va pourrir là-bas. Ça va pourrir là-bas, d'accord. Merci beaucoup. On n'a vraiment pas eu assez de temps, mais c'est quand même intéressant. On a pu donner le canevas.
qu'il faut pour rédiger un bon projet porteur de développement et avoir les idées novatrices. Merci à vous, monsieur Eric Wadaintongdi, pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, après l'espère, nous allons installer à présent le plateau de Autant Savoir. Autant Savoir reçoit ce soir un médecin du travail, Paul Ayelo. C'est de lui qu'il s'agit. Avec lui, on va parler de la santé au travail, sécurité au santé au travail précisément. Mais d'abord, voici ce que nous vous proposons comme élément témoin. Dis donc, je t'ai donné des instructions que tu n'as pas respectées. Là, il y a des problèmes qui surgissent. Il est frustré parce que là, c'est l'employeur qui est en faute, mais il rejette le tort sur l'employé. La souffrance mentale s'installe en milieu de travail. Les valeurs sociales et identitaires, l'estime de soi qu'apporte le travail à l'homme tendent à disparaître pour laisser place à des problèmes de santé mentale. Qu'est-ce qu'on constate généralement? C'est que l'employeur se met encore à brutaliser le collaborateur. On le fait travailler au-delà des heures, alors qu'il n'est pas payé pour ça. L'administration, vous rentrez, vous venez au boulot à 8 heures. Et à 12h30, vous vous reposez. À 15h, vous reprenez. À 18h, vous rentrez. Oh, la télévision ne fonctionne pas comme ça. C'est 24 heures sur 24, il n'y a pas de repos. C'est tout ça qui fait que, voilà, il y a le stress qui s'installe, il y a l'anxiété qui s'installe et progressivement, on va vers la dépression. Le stress, la tension, trop de travail tue le mental du travailleur. Vous êtes stressé dans l'intention d'avoir une bonne image, dans l'intention de revenir à la maison, de revenir à la base avec les éléments qu'il faut. Le stress, vous êtes stressé et les nerfs sont sollicités jusqu'à un niveau donné où vraiment c'est difficile, vous êtes abattu. Lorsque vous n'avez pas une très bonne collaboration avec une très bonne entente avec vos collaborateurs, c'est qu'ils n'auront pas du plaisir à travailler. En fait, ils viennent pour faire le présentiel. C'est l'ambiance qui frustre le plus, qui donne plus de frustration. Face à la récurrence des plaintes, la souffrance mentale au travail est aujourd'hui un problème de santé publique. D'où la nécessité pour les responsables de s'occuper du personnel, tout en mettant les moyens adéquats sur le plan médical à la disposition du personnel afin de leur permettre de pouvoir vraiment être à la hauteur, c'est-à-dire avoir la bonne santé pour pouvoir vaquer au travail. Il faut beaucoup plus de vigilance autour de nous avec les collaborateurs et il faut beaucoup plus de précision dans les recommandations, dans les ordres à donner et pour permettre aussi aux collaborateurs de savoir quoi réellement faire. Respecter aussi son intimité. Voilà encore un autre aspect. Lorsque vous surchargez beaucoup vos collaborateurs, ne vous attendez pas à avoir le rendement escompté. Le burn-out, le bore-out sont aujourd'hui considérés sous nos cieux comme de nouvelles maladies psychiques qui inquiètent plus d'un. Si vous ne faites pas attention, vous ne prenez pas garde à votre organisme, à vous personnellement, vous n'êtes pas sûr de faire les 30 ans. Voilà, un collègue qui s'est prêté à nos questions. Si on ne fait pas attention, nous ne sommes pas sûrs de faire les 30 ans dans l'administration publique. Mesdames et messieurs, voilà, on aborde le sujet ce soir avec le médecin du travail Paul Ayelo et Aniat Bello. Annie, bonsoir. Bonsoir, heureuse d'annoncer. La pleine forme le week-end, ça a été? Oui, ça va. D'accord, merci à vous d'être là, docteur. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Oui. Hier, nous avions célébré la journée internationale de la sécurité et de santé au travail. Oui. On aborde le sujet aujourd'hui, Annie. Oui, eh bien, hier, 28 avril, c'était bel et bien la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Une journée qui permet d'attirer l'attention de tous sur ce que devrait être la sécurité et la santé au travail. C'est ce qui explique le choix du sujet d'Autant Savoir. Et vous dites que tout le monde est concerné. Oui, tout le monde est concerné, employeurs, employés, autorités à divers niveaux, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on recommande. Mais est-ce toujours le cas dans la plupart des pays? On parlera aussi du cas du Bénin et à ce propos, nous recevons un médecin, mais pas n'importe quel médecin, un médecin du travail. C'est clair que ce n'est pas courant comme spécialité, mais on vous rassure, au Bénin, nous avons des médecins du travail qui savent un peu de quoi il s'agit. Moi, ma première question, c'est de savoir, docteur Ayelo, pour vous, une journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail, est-ce utile? Merci, madame la journaliste.
En fait, la journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail, elle est une occasion pour attirer l'attention, comme vous avez su bien le dire, de l'opinion internationale sur les questions de nuisances au travail, les questions de décès, de blessures et de maladies liées au travail. D'accord. Pour que les concernés, comme vous avez dit, qui sont les responsables, le gouvernement, les employeurs, les travailleurs, puissent prendre leurs responsabilités. En ce qui concerne la prévention surtout de ces cas-là. Oui. D'accord. Maintenant, revenons au cas particulier du Bénin. Est-ce qu'on peut dire ici, chez nous, que la sécurité et la santé au travail est une priorité pour tous? La sécurité et la santé est une priorité. Sinon, elle devrait être constituée une priorité au niveau des actions qui sont engagées au plan national. Mais en tant que médecin du travail? Mais en réalité, ce n'est pas le cas. D'accord. Et puis ceci, il faut dire en réalité, le travail tue toute autre chose. Le travail tue plus que toute autre chose. Le travail tue plus que toute autre chose. D'accord. Donc le travail est au plan mondial, comme une maladie. Au plan mondial, non, il est compté chaque jour plus de 7000 décès liés au travail. Plus de 7000 décès liés au travail chaque jour. C'est énorme. Hein? C'est énorme. C'est énorme et pourtant, dans la plupart de ces pays-là, il y a un code du travail qui encadre les conditions dans lesquelles les employeurs et employés doivent se comporter en fonction de leur secteur d'activité. Oui, cela ne suffit-il pas? Oui, ça ne suffit pas. Le code du travail, la loi elle-même ne s'applique pas. C'est des hommes qui doivent appliquer les lois. Et ceux qui doivent appliquer les lois sont au niveau gouvernemental, c'est-à-dire l'organisation gouvernementale, surtout à travers les inspecteurs du travail, pour contrôler la mise en œuvre des normes sur les lieux de travail. Et au niveau de l'entreprise, il y a les employeurs et les travailleurs qui doivent se mettre ensemble pour mettre en œuvre les mesures préventives, ce qui est prévu par les lois. D'accord, mais déjà moi je pense que ce qui ne facilite pas peut-être la tâche aussi au Bénin, c'est que nous avons le secteur informel qui est très important. Exactement. Et si les inspecteurs du travail ne sont pas informés qu'il y a ces entreprises-là, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les bonnes conditions de travail sont appliquées à ces employés? Ils sont bien informés. D'une façon ou d'une autre. Ils sont informés, c'est qu'ils sont débordés. D'accord. On n'en a pas assez pour tout le Bénin? On n'en a pas assez. Il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs du travail. Et encore moins, il n'y a pas de médecins suffisamment recrutés. Il n'y en a pas suffisamment au niveau de la fonction publique. D'accord. Pour assurer leur rôle d'inspection médicale du travail au niveau des entreprises. Mais est-ce que vous, médecins déjà du travail, vous êtes en nombre suffisant pour être dans toutes les administrations? À l'étape où nous sommes au moins une cinquantaine au Bénin. Une cinquantaine. Mais ils ne sont pas recrutés au niveau de l'administration publique pour jouer le rôle de préventeur dans les entreprises. Surtout le secteur informel, l'économie informelle dont vous parlez. Oui, je crois que c'est l'occasion de nous rappeler un peu quel est le rôle de médecin du travail dans une entreprise, dans une structure, même dans un ministère. Le rôle du médecin du travail, son rôle est double. D'abord, il doit assurer la prévention des risques et en plus, il doit promouvoir la santé des travailleurs. Voilà ces deux rôles. D'accord. Donc, la prévention des risques, ça va se jouer au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire sur le lieu de travail. Il doit évaluer tous les risques, voir tous les dangers auxquels sont exposés les travailleurs. Et en plus, il doit voir si l'état de santé du travailleur est affecté par l'exposition qu'il a constatée. Et ça, c'est à travers les visites médicales, les consultations médicales. Donc, ça veut dire que pour faire ce constat, il faudrait que l'employé, avant d'entrer dans l'administration, dans cette administration, il doit déjà être, je ne dirais pas évalué, mais il doit faire une visite. Alors, c'est pour savoir, le travail commence à quel moment? Le médecin du travail commence déjà par travailler avec l'employé avant qu'il ne soit embauché ou après son embauche? Même avant l'embauche. D'accord. Avant l'embauche, le dispositif devrait être mis en place pour que chaque employé qui est recruté, ou qui veut être recruté, normalement, qui doit être recruté avant le recrutement, mais ce qui se passe, c'est après le recrutement qu'on les fait pas faire les visites médicales d'embauche. Voilà.
Mais encore là, c'est encore possible de rattraper. D'accord. Parce qu'avant qu'il ne soit affecté à son poste de travail, le médecin travaille pour voir, évaluer son état de santé et voir si ça peut être compatible avec le poste auquel il serait affecté. D'accord. Mais déjà, on a le fameux certificat de visite et de contre-visite qu'on fait à chaque fois quand on vous demande de soumissionner à un emploi. Est-ce que pour vous, c'est suffisant? On peut s'arrêter là? Non, ça c'est une formalité. Encore que je ne... Heureuse d'annoncer, on va garder. Non, mais il faut le dire. Parfois, même, ce sont des papiers falsifiés. Bon, je ne dirais pas falsifié. Si c'est falsifié, ça n'engage que celui qui le falsifie. Ok. Sinon, en principe, pour avoir un certificat médical, il faut quand même un petit contrôle de routine. Et contre visite, il faut visiter d'abord médecin. Et après, un second qui va contre-visiter le travailleur qui vient chercher un certificat de visite et contre-visite. Ça, c'est pour les formalités administratives. Pour déposer des pièces, pour passer son concours, son test de recrutement. D'accord. Donc ça, ce n'est pas ce qu'on appelle visite médicale à l'embauche. D'accord. Oui. Ça, c'est pour passer les tests. Que l'employeur qui veut recruter sache que lui, il est apte pour passer le test. Mais quand il a passé le test, il faut qu'un médecin évalue son état de santé pour s'assurer qu'il peut supporter les risques auxquels il serait exposé à ce poste-là. D'accord. En parlant cas aussi, il ne peut pas supporter, il faut voir dans quelles conditions le réorienter. On peut le réorienter et le conditionner. En parlant justement de risques, est-ce qu'il y a des secteurs où le lieu de travail lui-même peut être source de maladies pour l'employé? Des métiers à risque. Il y a beaucoup de secteurs qui peuvent être à haut risque. À haut risque. Je dis à haut risque. Quand on prend le domaine du journalisme déjà. Bon, le domaine du journalisme. C'est pas un secteur à haut risque quand même. Non, les risques sont partout, mais il y a des niveaux de risque. D'accord. Il y a des niveaux de risque normalement en fait par rapport au secteur d'activité, mais aussi à l'intérieur du même secteur d'activité, les risques sont pas le même niveau. D'accord. Oui. Est-ce qu'on peut licencier un employé ou peut-être après le test de recrutement, vous vous êtes invité pour lui passer sa visite médicale et vous trouvez qu'il n'est pas apte mentalement ou physiquement, sanitairement parlant, à exercer ce métier? Est-ce que ce n'est pas une injustice? Non, on ne parlerait pas de licenciement. On parlait de réorientation, de réadaptation. D'abord, le but, ce n'est pas de licencier. Le but, c'est de trouver un poste plus adapté aux conditions sanitaires de l'intéressé, du travailleur. D'accord. Donc, le but, ce n'est pas de l'exclure du travail. Ce qui est sûr, ce service-là n'existe pas, il est renvoyé. Le but aussi, c'est de réadapter le travail à son... Non, il y a toujours un poste dans une entreprise, puisqu'il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs endroits. Oui, donc avec justement les ressources humaines, le médecin du travail, voir quel est le profil qui pourrait aller avec son profil sanitaire. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les ressources humaines, c'est le rôle du médecin du travail. Il n'y a que le médecin du travail qui le fait, il prend la décision tout seul. Qui pourra évaluer le profil sanitaire du travailleur, ce n'est que le médecin du travail. D'accord. Donc ce n'est pas le responsable des ressources humaines. D'accord. Le reportage de Rose Danondé nous parle des problèmes de santé mentale sur les lieux de travail. Mais vous, en tant que médecin du travail, est-ce que pour vous c'est courant des travailleurs qui ont des problèmes mentaux? Oui, les problèmes mentaux au travail aujourd'hui, ça fait partie des nouveaux risques. On dirait des risques émergents. Compte tenu de ce qu'on observe de plus en plus, c'est-à-dire de plus en plus, le travail est devenu précaire. De plus en plus, on constate qu'il n'y a plus de sécurité d'emploi. Et ça aussi, c'est source de stress. Encore dans notre contexte actuel, tout travailleur peut être licencié à tout moment. À tout moment, effectivement. Et dans ce contexte-là, vous voyez, le travailleur, le stress augmente, et le stress avec ses corollaires au plan mental, au plan physique, avec les maladies cardiovasculaires. Et tout. Alors on comprend, Rose Danondé, avec tout ce qui a été débattu sur ce plateau, que médecin du travail dans une structure, son rôle est très important et primordial pour pouvoir accompagner et les employeurs et les employés pour la sécurité et la santé au travail. Merci à vous, Annette Bello. Merci également à vous, docteur Ayelo, pour ces informations. Bonne soirée.
Merci, pareil à vous. Merci bien. Mesdames et messieurs, il est 19h45. Nous allons retourner l'antenne à la rédaction pour suivre le journal avec Estelle Pazot. Estelle, vous avez l'antenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Sa corpulence, elle n'en fait pas un complexe, mais plutôt un atout. Adeline Agassounon est une femme ronde qui ne vit que pour la salsa. Nous irons à sa rencontre dans ce journal. Le maquillage artistique est une haute forme d'expression des artistes peintres. Lionel Atterré, censé pour extérioriser sa créativité et valoriser la culture béninoise. Et puis prendre en mariage le frère défunt de son mari, c'est une pilule difficile à faire passer chez les femmes, mais la pratique a toujours coût et les femmes en sont toujours des victimes. Adé la star est une femme ronde qui s'adonne aux danses afro-latines. Chose plutôt rare quand on sait que cette danse est réservée aux femmes de taille fine. Malgré son enfance difficile, elle mène une vie active débrouillarde. En dépit des préjugés, elle a su pleinement se consacrer à sa passion. Aujourd'hui, journée mondiale de la danse, Edwige Agossou, Ulvaeus Balogun et Rebecca Adjinankou nous proposent le portrait de Adeline Agassounon. L'histoire d'Adeline et de la danse afro-latine est l'une des plus extraordinaires qui soit. Tout a commencé à l'Union culturelle et artistique des étudiants. Lucas, c'est là que j'ai reçu les bases. C'est là que j'ai commencé le théâtre et la salsa. Ronde et de surcroît férue de musique afro-latine, elle a connu un parcours atypique en raison de sa morphologie. J'avoue que quand j'ai commencé, beaucoup de personnes disaient qui va danser avec celle-là. Et c'était vraiment dur, très difficile parce que personne ne s'attendait à ce que je danse. Tout le monde me fuyait, mais tout le temps j'étais la première à venir à la répétition et la dernière à partir. La bonne humeur et Adeline ne font qu'un. Elle communique sa passion pour la danse latine autour d'elle. Il faut dire que c'est beaucoup donné par rapport au travail dans la session et dans toutes les prestations qu'on lui a données. La manière dont elle nous guidait, c'était très bien. C'est sous elle que j'ai commencé, mais pas de base. Elle m'inspire beaucoup, surtout avec sa forme quand elle danse. Vraiment, je suis sidérée. Elle arrive à fédérer toutes les forces autour d'elle. C'est une dame qui se fâche très rarement. L'ambiance, chaque fois quand je suis là, j'ai du plaisir à rester du début jusqu'à la fin. Grégoire est le cavalier de danse d'Adeline. Il s'entraîne au moins 4 fois par semaine, surtout pour préparer les compétitions de grande envergure. Fin 2017, début 2018, au Festival international de salsa, BISAF au Bénin. C'est par là que ça a commencé en fait. Ça restait 1 mois pour le festival et elle m'a dit de l'amener sur le festival. Et puis on a essayé de travailler dur pendant 2 semaines, sans repos. Et arriver sur le festival, c'était du ouf. Souvent sollicités pour les festivals panafricains, Grégoire et Adeline restent accrochés à un même rêve. Faire de la danse afro-latine un métier et dépasser les frontières de l'Afrique. Notre objectif, celui d'Adeline et moi, c'est de promouvoir l'art à travers la danse. Beaucoup plus notre culture, la culture béninoise. C'est mettre nos danses nationales dans les danses afro-latines américaines. Pour Adeline, loin d'être un handicap, ses rondeurs sont un atout. Rondes ou minces, les danses latines sont ouvertes à tout type de morphologie. Un brin de détermination et les ambitions sont atteintes. Embellir son visage de produits cosmétiques, c'est la définition du maquillage. Vous avez une idée de sa forme la plus simple, mais il existe le maquillage artistique. Il relève de la créativité et ici, les couleurs sont osées et très prononcées. Le maquillage artistique, Lionel Atterré s'y connaît. Il nous en parle au micro de Bernol Djogbe et Gloria Oné.
J'interviens essentiellement pour les séances shooting, les séances shooting artistiques et également pour les événements, les anniversaires, par exemple pour les maquillages des visages des enfants, genre pour les thèmes donnés en ce qui concerne les anniversaires, mais aussi pour les défilés de mode, pour des défilés concernant des stylistes qui font des tenues africaines et tout. Je travaille le plus souvent avec la peinture, je travaille avec des marqueurs également qui contiennent de la peinture bien sûr, et c'est des peintures qui sont faites essentiellement pour le corps, voilà, pour la peau. C'est plus avec ces outils que je travaille, que je fais mon maquillage artistique, pour ne pas dire le body painting. Voilà. Mon travail est essentiellement dans le but de valoriser l'Afrique, principalement le Bénin. Voilà, parce que je travaille parfois avec des couleurs vert, jaune, rouge pour pouvoir valoriser le Bénin, valoriser un peu notre culture. Conséquences, il n'y a pas de conséquences sur la santé parce que c'est des produits qui sont conseillés pour la peau. Ce n'est pas de la peinture pour le mur ou pour les tables et tout, non. C'est un type de peinture pour la peau, conseillé pour la peau. Donc cela n'a pas de répercussions sur la santé de l'individu. À peine a-t-elle perdu son époux qu'on lui en épouse un qui n'est rien que le frère de son mari. C'est la définition même du lévira, un type de mariage où le frère défunt d'un épouse la veuve de ce dernier. Et quand la femme oppose un refus, la famille lui refuse l'accès à l'héritage. Au Bénin, elles sont nombreuses à en être victimes. Le lévira, la dure réalité des femmes, c'est un reportage de Boris Aïnan, Lazare Migan et Patrick Adjaboujou. Dame Chantal et Victorine sont des témoins vivants du lévira. J'ai vécu cette pratique. Mon mari m'a dotée. On vivait ensemble, mais il est décédé tôt. J'ai fait tous les rituels de veuvage. Par la suite, ma belle famille a décidé que j'épouse mon beau-frère. J'ai refusé et tenu tête, mais j'ai fini par accepter. À l'heure actuelle, je vis avec ce dernier à qui j'ai donné un enfant, outre les deux que j'ai de mon défunt mari. Du vivant de mon mari, c'était le bonheur. Après sa mort, on m'a demandé d'épouser un membre de la famille. J'ai refusé et c'est le début de mon calvaire. D'autres m'ont même suggéré d'accepter car ils doivent récupérer les dépenses de la dot. Bien qu'étant interdit par le Code des personnes et de la famille, le lévira est toujours d'actualité dans certaines familles. Un terrain où s'affrontent la loi et les pratiques culturelles. Le lévira ne se met en place dans certaines communautés que lorsque le défunt n'a pas laissé de descendance pour perpétuer le nom de ce dernier, pour perpétuer la mémoire de ce dernier. Dans d'autres, qu'il ait laissé ou non de la descendance, le lévira se met en place et se pratique. Après des années de mariage, si le mari meurt tôt, on est obligé de donner la femme à un autre membre de la famille, afin que perdure la lignée familiale. Au-delà de ses impacts sur les activités de la veuve, le lévira aurait aussi une fonction sacrée dont les manifestations sont diverses. Au lendemain du vote du Code des personnes et de la famille, le lévira persistait encore. Même dans Cotonou et à Porto Novo, ça va vous étonner. En tout cas, moi, je recevais des femmes qui disaient « Mon mari est décédé, mais la famille ne veut pas me libérer. Qu'est-ce qu'on fait ?» Officiellement, c'est interdit. Les pratiques sociales ne se gomment pas par décret. Elles ne se gomment pas par loi. Elles ne se gomment pas par slogan. Toutes les agences de développement, toutes les ONG ou toutes les OING
qui décide de lutter contre le lévira, je vais demander de changer de discours. On ne va pas lutter contre le lévira. On va lutter contre les effets néfastes. On va lutter contre les mauvais discours. On va lutter contre les dérives, contre les instrumentalisations du lévira. Le lévira a certes des effets négatifs, mais il ne rend pas toujours malheureuse la veuve. Le nouveau président de la Banque mondiale, David Malpass, va entamer sa première tournée africaine à la fin de ce mois. Cette visite intervient dans le cadre d'une stratégie de renforcement de l'appui de l'institution aux pays pauvres et de la promotion de la stabilité économique. Il devrait visiter Madagascar, l'Éthiopie, le Mozambique, où le responsable devrait notamment se rendre dans la ville de Beira, frappée de plein fouet par le cyclone Idaï il y a un mois. Les activités au port autonome de Dakar sont en baisse de régime, une situation qui classe le port dans le rang des moins performants de l'Afrique de l'Ouest, une tendance que les autorités sénégalaises veulent inverser à travers le plan Sénégal émergent. Le reportage de nos confrères de la radio-télévision sénégalaise. Les études présentées ici ont révélé des insuffisances dans le fonctionnement et l'exploitation du port autonome de Dakar, ce qui confère à notre cher port un classement peu reluisant des ports les plus performants de l'Afrique de l'Ouest. Ce plan stratégique adopté par la direction générale est appelé à améliorer la qualité du service, à développer les atouts et mettre l'économie sur orbite. Le plan Sénégal émergent nous a déjà tracé la voie par la volonté politique clairement affirmée de positionner le Sénégal comme pays leader au niveau de notre sous-région. Je reste donc convaincu que cet objectif ne va être atteint qu'avec la mise en œuvre de stratégies sectorielles cohérentes, rationnelles et bien pensées avec les indicateurs de suivi pertinents. Cette ambition s'inscrit dans une suite logique du plan stratégique décliné. En 2023, fin d'exécution du plan, le port va multiplier très sensiblement sa performance pour répondre concrètement à sa vocation de moteur essentiel du plan Sénégal émergent. Nous avons de très grands projets sur lesquels nous pensons que le Sénégal peut s'appuyer pour asseoir sa mission et son objectif de devenir un hub logistique régional. Notre vision est d'être donc un moteur de l'émergence, être un acteur logistique au service des économies africaines et nous avons ces arguments. 3 arguments sont brandis pour atteindre ces objectifs. Il s'agit dans un premier temps de la réalisation du port de Ndayane et ses zones économiques spécialisées, la mise en marche du chemin de fer Dakar-Bamako et la réduction du temps de traitement des fret de 45 jours à 4 jours. Des arguments valables qui vont sans doute améliorer la performance du port autonome de Dakar. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous, Estelle Pazou, pour la présentation. 2 sujets, moi, m'ont intéressé dans votre édition du journal de ce soir, Adela Star et le Lévira. Et je crois que je proposerai même à la rédaction, Estelle Pazou, précisément à Patrick Adiagodjou, de nous trouver une autre dame, parce qu'il a dit dans sa chute que le Lévira ne rend pas toujours malheureuse la veuve, qu'il nous trouve une dame, une veuve qui vit bien le Lévira et on sera satisfait. Merci à vous, Estelle, de charger ma commission à Patrick. Merci à vous, Heureuse Danondé. Rassurez-vous, je vais faire votre commission. Merci bien. Bonne soirée à vous. Mesdames et messieurs, nous poursuivons le grand rendez-vous. À présent, nous allons installer le plateau de nature et bien-être. Nature et bien-être parle de l'extinction d'environ 1 million d'espèces animales et végétales. Voilà, un rapport de l'Organisation des Nations Unies qui n'est pas encore publié, mais qui est en cours de rédaction, nous dit-on. L'ONU a alerté le monde face à la situation. Nous allons vous proposer de suivre cet élément réalisé sur les animaux et espèces menacées.
Voilà, le débat a d'ailleurs commencé déjà sur le plateau. Nous sommes avec Roch Aurélien Akwainou. Je l'avais dit, mesdames et messieurs, ce plateau, ce décor lui va bien. Il nous revient. Roch Aurélien, bonsoir. Vous êtes terrible. Bonjour, heureuse d'Anodé. La pleine forme? Oui, la pleine forme. D'accord, merci d'être là ce soir. Oui, on n'a pas encore fini de parler des dégâts infligés à la terre nourricière. Qu'une alerte inquiétante est déjà donnée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Plus d'1 million d'espèces animales sont menacées d'extinction et nous recevons Mariano Rumbweji, il est spécialiste en gestion de la faune et des parcours naturels, c'est bien ça? Bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous déjà l'information telle que reçue, faut-il la prendre au sérieux? Merci Roch, merci chers téléspectateurs. Oui. Merci Aurélien, merci chers téléspectateurs. Effectivement, le rapport de l'ONU sur l'extinction très probable de près d'1 million d'espèces animales à l'échelle planétaire est inquiétant. C'est inquiétant dans le sens où ce rapport, qui est d'abord le travail d'environ 150 spécialistes de divers pays, environ 50 pays, a été réalisé sur environ 3 ans, donc pour préparer un peu sur l'état de conservation de la biodiversité à l'échelle planétaire. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce rapport? C'est que ça ne va pas. Sur la planète Terre, beaucoup d'espèces animales et végétales sont menacées de disparition, surtout par les activités anthropiques. Qu'est-ce que vous mettez dans activités anthropiques? Dans activités anthropiques, nous mettons les activités liées à l'homme. Pour faire simple, il faut dire que l'être humain, pour la satisfaction de ses divers besoins, pour produire de la nourriture, il a besoin de l'espace, il a besoin d'eau. Donc la consommation à l'échelle planétaire pour la production des biens et services pour satisfaire les besoins de l'homme sont à l'origine, disons, de la destruction des habitats de la faune, mais également de la chasse qui conduit progressivement un certain nombre d'espèces à disparaître. Alors, on parle d'un recul de la biodiversité de façon dangereuse. Il est annoncé l'extinction de plus d'1 million d'espèces animales d'ici les années à venir. Est-ce qu'il y a une catégorie d'animaux qui sont les plus vulnérables, qui seront plus rapidement atteints par cette extinction? Effectivement, déjà, il faut dire que nous entendons par biodiversité, c'est, disons, cette variabilité, cette diversité de vie qu'il y a sur la planète Terre. Cela va de la plus petite espèce animale, on peut partir des bactéries, des champignons, en passant par la souris, jusqu'aux espèces de mammifères les plus grandes, à savoir même les l'éléphant, la baleine. Donc la biodiversité regroupe tout ça, y compris les espèces végétales et les écosystèmes dans lesquels ces espèces animales et végétales évoluent. Il paraît que l'homme, l'espèce humaine aussi, n'est pas épargnée. Tout à fait. Il faut dire que dans cet écosystème, l'homme est partie intégrante. Parce que l'homme, tel que je l'ai dit, pour ses besoins, utilise ces divers éléments de la biodiversité pour sa propre survie. Nous sommes ici sur ce plateau avant de venir, nous avons mangé. Donc nous avons pris certainement un petit déjeuner constitué peut-être de pain, ou du blé ou de la tomate. Donc, tous ces céréales, toutes les cultures vivrières font partie intégrante de la biodiversité. Et pour que ces cultures soient produites, cela fait intervenir par exemple les pollinisateurs, que sont par exemple les abeilles, les oiseaux, divers mammifères comme les chauves-souris, les singes, qui contribuent à la pollinisation des espèces ou également à favoriser la dispersion des graines au sein des écosystèmes. Et je ne vous arrête pas, selon l'étude, il paraît que d'ici une vingtaine d'années, il n'y aura plus du tout d'abeilles. Oui, plusieurs rapports ont fait état, disons, de cette disparition progressive, surtout en Europe, où on utilise de grandes quantités d'insecticides et de pesticides dans l'agriculture. Étant donné que ces insecticides ne sont pas sélectifs, donc c'est toute espèce
qui est en contact avec, disons, ces produits chimiques-là, qui est affecté. Et l'abeille est le principal pollinisateur de beaucoup d'espèces. Tout à fait. Voilà. Donc, cette utilisation non contrôlée, abusive des pesticides, surtout des produits phytosanitaires, tout produit phytosanitaire va entraîner, disons, la disparition des abeilles, et par conséquent, c'est tout le système de relations pollinisateurs, plantes comestiales, plantes vivrières qui sera déstabilisée. Est-ce que c'est déjà la fin du monde qui est annoncée, l'apocalypse dont on a si tant parlé, qui est déjà à nos portes? Ce n'est vraiment pas l'apocalypse. Parce qu'on parle on parle d'une extinction en masse, la sixième d'ailleurs. Bien sûr, nous parlons d'extinction. Il faut dire déjà que l'extinction en elle-même est un processus naturel. Cela voudra dire que, naturellement, pour diverses raisons, très souvent liées au climat, il peut arriver que plusieurs espèces puissent disparaître du fait de la disparition subite de leur habitat ou du fait de l'introduction dans le milieu d'un organisme qui, du coup, prend possession de leur habitat. Donc, c'est à quoi est due cette situation aussi? Non. Cette situation, elle est particulière dans le sens où cette extinction de masse est due à l'homme. C'est l'homme, de par ses activités, la chasse, le commerce illicite des espèces menacées, l'agriculture extensive, la consommation, la surconsommation plutôt des ressources aussi bien forestières, animales, des espèces de poissons, qui fait que cette extinction-là, elle s'accélère et est plus inquiétante. Et l'émission des gaz à effet de serre en est certainement pour quelque chose. Vous savez, l'Afrique sera certainement le continent le plus vulnérable à cette extinction. Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour peut-être conjurer ce sort qui nous attend ou bien pour l'éviter? Au-delà, disons, du scénario catastrophe qui est lié à la surexploitation, la déforestation, la chasse illicite et tout, les changements climatiques sont un facteur pas vraiment nouveau, mais qui vient s'ajouter, disons, à cette difficulté que rencontrent les espèces animales et végétales du point de vue de leur pérennisation. Donc, les changements climatiques, disons, rendent davantage difficile la préservation des espèces. Donc, c'est, disons, un nouveau défi, disons, un nouveau challenge pour tout ce qui concerne la conservation de la biodiversité, aussi bien à l'échelle planétaire qu'à l'échelle des pays, puisque étant partie d'un monde, il y a nécessairement des politiques à l'échelle internationale, mais au niveau de chaque État, des politiques également sont mises en œuvre pour protéger et préserver la biodiversité. Mais comment aujourd'hui, que faire concrètement pour réduire, je ne dirais pas la vitesse de cette extinction? Doit-on faire une gestion, je dirais, rationnelle même de nos plantes, parce que même la tradithérapie ou la phytothérapie également fait partie des causes, paraît-il? Bien sûr, tel que vous le dites, c'est bien sûr l'utilisation des ressources, mais l'utilisation anarchique des ressources de la biodiversité qui est à l'origine de l'extinction que nous constatons aujourd'hui. Les dispositions à l'échelle internationale, vous savez, il y a pas mal d'accords internationaux, à savoir la Convention sur la diversité biologique, l'accord de Paris, la Convention CITES ou la Convention sur le commerce international des espèces. C'est autant de dispositions que les gouvernements ont pris à l'échelle internationale pour protéger et aussi donner des garde-fous pour ce qui concerne l'utilisation des ressources biologiques. Mais au niveau de chaque État, il y a un certain nombre également de dispositifs qui sont pris pour assurer l'utilisation durable des ressources de la biodiversité. Et est-ce que vous pensez que ces dispositions qui ont été prises ont leur efficacité? Il faut dire que l'efficacité est à voir à plusieurs niveaux. Étant donné que l'État est une structure qui est organisée, structurée, l'État a mis en place au niveau de cette disposition un certain nombre de politiques. L'État ne peut pas tout faire. L'État met en place les schémas globaux. Il revient également aux structures décentralisées de l'État et les divers acteurs, à savoir les organisations de la société civile, les ONG. Le citoyen béninois, il revient à chaque citoyen de poser les actes qu'il faut pour accompagner cette politique globale de l'État et cette politique à l'échelle internationale pour réellement
protéger ce que nous avons de plus cher, à savoir la biodiversité. D'accord. Alors, pour finir, parce que le temps imparti est déjà fini, à partir de quand, si rien n'est fait, peut-on commencer à percevoir les premiers signes de cette extinction en masse annoncée? Les premiers signes de l'extinction annoncée de la biodiversité, c'est déjà au niveau de notre pays. Si nous prenons le cas de la réserve de biosphère de la Pindiari et la réserve de biosphère de W, on connaît, disons, abrite les dernières populations d'éléphants, de lions. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu cette récente, disons, recrudescence du braconnage qui a amené le présent gouvernement à changer de politique de gestion. Ce que chacun peut faire très rapidement pour protéger, assurer la conservation de la biodiversité, c'est d'abord en tant que citoyen, c'est d'éviter de détruire et de participer à la destruction de la forêt. Nous avons près de 3000 forêts sacrées, forêts communautaires au Bénin. Il suffit que chacun, dans son terroir, aide à préserver ces forêts sacrées. Il suffit également que chacun, de par ses activités, aide à visiter ces forêts. Cela va générer le minimum de ressources financières nécessaires pour pouvoir s'occuper de ces forêts. Parce que ce dont nous nous plaignons souvent, c'est qu'il n'y a pas les ressources financières pour accompagner ces forêts. Tout à fait. Mais si je prends la commune de Bonou, par exemple, si au nombre des forêts communautaires qui existent dans cette commune, si chaque élève est contraint d'aller visiter au moins une fois pendant l'année ces forêts, cela génère suffisamment de ressources pour assurer. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné et la Constitution du Bénin donne le droit et l'obligation à chaque citoyen béninois de défendre l'environnement, son environnement et de le protéger. Donc, alors mettons les lois, nos textes et lois en application. Merci à vous, Roch Aurélien Akoyinou. Merci à vous aussi, Rose Danondé. Merci, Mariano Rongweji. Je rappelle que vous êtes spécialiste en gestion de la faune et des parcours naturels. Je n'ai pas l'impression d'avoir épuisé toute la question avec vous. Vous avez beaucoup de choses. Le background nécessaire pour aborder le sujet. Vous y reviendrez certainement un autre jour avec Rose Danondé. Et Roch Aurélien Akoyinou, il faut préciser. Merci à vous, merci pour le choix du sujet. Mesdames et messieurs, nous espérons avoir satisfait vos attentes par rapport à cette alerte annoncée ou alerte faite par les Nations Unies pour nous informer de ce qui se passe au niveau de notre flore et de notre faune. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons recevoir Adonis Bon. Il est là depuis quelques instants. Nous allons à présent l'installer pour avoir les informations sur la toile ActuWeb tout de suite. Nous sommes avec Adonis Bon, mesdames et messieurs, comme je le disais, pour avoir quelques informations. Aujourd'hui, nous aurons 4 informations qu'il a pu collecter sur la toile pour nous. Adonis, bonsoir. Bonsoir, Rose Danondé. Bonsoir, Rose Danondé. Sortez de la voix, monsieur. Je vous salue avec d'immenses faveurs, mais bon, celle qui est là, je la salue avec peu. Alors, Adonis, 4 informations ce soir. La première, déjà, un malware présent dans des applications sur Play Store. Oui, les férus d'applications, les utilisateurs de smartphones. J'en fais partie. Android, oui, surtout Android. Oui. Un nouveau malware vient de faire son apparition sur Play Store. Il est baptisé Priamor. 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 C'est un logiciel malveillant présent dans 6 applications disponibles sur la boutique de Google. Play Store, c'est la boutique de Google. D'après le chercheur en cybersécurité de Checkpoint, il a été téléchargé plus de 90 millions de fois par les internautes. La firme de Mountain View a supprimé 46 des 100 applications proposées par le développeur. Eh bien, une fois installé sur votre smartphone, le malware clique à votre place sur centaines d'annonces publicitaires à rapporter le site Checkpoint. Les développeurs derrière ce hardware récupèrent ainsi rapidement d'importants revenus. Mais je ne sais pas si c'est possible pour nous d'avoir... Ok, je vous donne les 6 applications infectées. Vous avez My Camera, Omni Cleaner, Speed Booster Optimizer, RAM Booster Total Cleaner, Color Smart Cooler et Flashlight Torch Screen Light Party. On peut rappeler ça rapidement pour que les gens puissent noter s'il faut déjà en supprimer, il faut les supprimer. Les 6 applications infectées par le malware Android sont My Camera, Omni Cleaner, Speed Booster Optimizer,
RAM Booster Total Cleaner, Cooler Smart Cooler et Flashlight Touch Screen Light Party. Merci déjà pour cette information, mais que faire concrètement? Est-ce qu'on peut les supprimer? Vous les désinstaller. En fait, ce sont des malwares qui ne sont pas si dangereux pour votre téléphone, seulement qui ralentissent le téléphone. Ils ralentissent parce qu'ils lancent plusieurs requêtes à la fois, ce qui fait que le téléphone devient lent. Et si on ne les supprime pas, on ne les désinstalle pas, on peut toujours être en train de supprimer les fichiers que nous avons. Le problème va toujours se poser, voilà, la lenteur va toujours se poser. Oui, c'est ça. D'accord. Une autre information, le Bénin shutdown, Bénin shutdown, la coupure d'Internet au Bénin décriée sur les réseaux sociaux. Oui, nous l'avons tous constaté. Internet a été coupé durant 24 heures ce 28 avril. Pendant 24 heures, les abonnés de ce réseau GSM n'ont pu naviguer librement sur le web, sur les réseaux sociaux, puisque c'était les élections. Mieux, les appels internationaux aussi ne passaient pas. Cette situation inédite n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux pendant cette période de coupure et au sein de l'établissement. Nous prenons juste quelques avis. Jean-Yves Martin, il y a de quoi se demander ce qui se passe dans notre pays. Nous ne pouvons qu'avoir de la peine qu'en 2019, l'on nous prive d'Internet à cause d'une élection. Ma version, c'est qu'un choix s'est imposé entre Internet et la paix. Vous avez tous vu ce qui s'est passé avant les législatives. Je soutiens ma position sur le sujet, rien à dire. Entre la paix et Internet, désolé, mais j'ai choisi la paix. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. C'était un commentaire de Kevin Agent. Et oui, pour lui, ce Bénin shutdown, c'est pour préserver la paix. La paix, oui. Shena Donia, il y a un ami qui avait du boulot a dû se rendre à la frontière nigériane pour accéder à Internet. Pour qu'un pays qui était si bel les ans de démocratie en Afrique de l'Ouest, c'est incompréhensible. Marcel C.Nyenkemen, ça nous fait si mal et effectivement, nous ne pouvons rien y faire. On ne peut plus se moquer des Camerounais, Gabonais, Togonais, Congolais et autres. Bon, des commentaires sans commentaires, je dirais. Voilà. Des commentaires sans commentaires, ça arrive dans d'autres pays. Le Bénin n'en est pas épargné pour cette fois-ci, tout simplement. Une autre information, une photo de gorille et d'homme, une source virale sur les réseaux sociaux. Pensez-vous être la seule à apprécier un selfie? Détrompez-vous, madame, heureuse d'amender. Même les gorilles. Les animaux aussi sont essayés. La photo qu'on voit actuellement a été prise dans le parc national de Virunga en République démocratique du Congo. Selon le directeur d'un parc national, les deux gorilles imitent les humains qui les ont recueillis quand leurs parents ont été tués par des hommes. Debout, les deux gorilles debout sur leurs pattes arrière et le torse bombé, qui prennent la pose avec un garde pour réaliser un selfie. Vous voyez leur position. L'image postée sur un compte Facebook dédié à la lutte contre le braconnage est devenue virale, 22 000 retweets. Le mardi dernier à 11h30. Devenue virale. 22 000 retweets. Waouh. Sur les réseaux sociaux. Ça a évolué avec le temps. Elle a été prise, comme je l'ai dit, dans le parc national des Virunga. Les deux gorilles, orphelins à l'âge de quelques mois après que leurs parents ont été tués par des braconniers, ont été secourus par des rangers et ont grandi dans le sanctuaire, un centre de gorilles pour orphelins. Pour Innocent, le directeur, ces deux gorilles considèrent les rangers qui s'occupent d'eux comme leurs parents. Ils imitent les humains. Tout simplement. Nous prenons juste quelques commentaires suite à ces photos qui est devenue virale. Jolene Houghton-Willet, thank you for sharing the incredible picture. Thank you for effort and dedication. Elle remercie pour avoir partagé cette photo incroyable et elle remercie aussi ceux-là pour l'effort qu'ils ont consenti. Chantal Screwer, thanks for keeping them safe, great office. Merci pour les avoir gardés vivants pour le travail. Jacqueline Corbett, now that's a selfie. Thank you for your amazing work. Ça, vous pouvez le dire. Dites-nous, vous avez commencé. Ça, c'est un selfie. Merci pour ce travail intéressant. Ça, c'est un selfie, vraiment. Chou Béatrice, what an amazing photo. It's wonderful to see how comfortable the gorillas are around you. They know that they protect them like you would your own family. Merci pour cette, c'est une photo magnifique. C'est vraiment merveilleux de voir comment est-ce que les gorilles étaient joyeux, confortables autour de vous. Ils savent que vous les protégez comme vous protégez votre propre famille. Effectivement. Oui. Nous allons sur le tweet de Nono Landou. RDC, le plus beau selfie du monde. Rendons ce ranger célèbre et militant pour qu'il obtienne la reconnaissance due. Retweetons à volonté, cette photo mérite au moins un prix international. Ça encourage en tout cas ces rangers-là. Toujours EG Empathie. Toutes mes félicitations à vous, notre grand star. Merci d'être la champion pour notre Virunga Park. Le tweet de Lozako.
Faites toujours ce genre de selfie. Les gens qui aiment détruire ces beaux pays doivent avoir au moins le niveau de leur manque de conscience. C'est pour interpeller ceux qui aiment détruire le pays qu'au-delà de ça, il y a des choses intéressantes dans le pays. Effectivement. Guinoto, bravo à vous pour votre travail qui n'est pas facile. Que votre sens du devoir soit récompensé à sa juste mesure. Vous avez tout mon soutien. Lumumba, je suis de cœur avec toi, mon frère. Comme toi, je suis un passionné de la nature. Je te souhaite de poursuivre ton boulot car c'est un travail noble. Pour amour, ce boulot devra se révéler certaines passions. Que vive le parc Virunga que nous avons étudié à l'école. C'était le dernier commentaire sur cette information. Cette belle prise. Hein? Ah oui. Merci quand même pour ces informations. La quatrième et la dernière, choisis une image comme RFI pour dénoncer l'illustration de la radio sur une publication. Connaissez-vous ce hashtag, choisis une image comme RFI? Eh bien, ce hashtag a été utilisé la semaine dernière suite à une publication de RFI sur les réseaux sociaux. D'où est-on parti? Le compte de Twitter de RFI, en voulant partager son article sur la mode traditionnelle, c'est-à-dire Anko qui est utilisé par les familles pour les cérémonies, a préféré mettre la photo d'un revenant. Il en a fallu peu pour que les tutos s'indignent. Vous avez la photo de RFI chez le Yoruba, le tweet de RFI c'est chez le Yoruba du Bénin ou du Nigeria. Fait encore revêtir un costume taillé dans la même étoffe lors d'un événement familial. Une tradition devenue business. Et vous voyez... Ça ne cadre vraiment pas avec, hein? C'est ça. Mon Dieu. En fait, les réactions en même temps de El Dami, vous aurez pu mieux faire quand même pour l'image de couverture. Kémy Wilfried, vous êtes sérieux? Où est le rapport avec l'image? Franchement, c'est une erreur. Agbeti Roméo propose une image à la place. Qui parle réellement de Anko. Merci de faire la promotion de la culture Yoruba. La photo illustrant mieux votre description est celle que vous avez publiée pour votre article. La vie d'ici du 1er avril de la cérémonie de la sortie de l'enfant, la voici. Voici la photo mieux adaptée selon Agbeti Roméo. Qui illustre vraiment ce dont il parle. Eh bien, c'était les commentaires les plus orientés. Allons vers maintenant les commentaires détournés. Le marché d'Antokpa Cotonou est le plus grand marché à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest. Donc si, regardez la photo de Kémy Wilfried. Il a fait comme RFI. Il a dit une phrase et il met une autre image. Parce que moi, je m'attendais à voir le marché d'Antokpa à ciel ouvert, effectivement. La plage de Figo, c'est comparable à celle de Hawaï. Les intentions de vote des législatives du 28 avril au Bénin. Oui. Voilà l'image qui accompagne. Et la Sobebra, qui annonce Bénin une production record de coton attendue pour 2019. Aucun rapport. Là encore, c'est avec du maïs, on fabrique ça. Aucun rapport avec le coton, non, les gars sont méchants là. À Guézeux, ouverture de la 5e conférence internationale de journalisme. Et enfin, Liam Pilé est l'un des mets préférés des Béninois. Ça nous amène à dire une image vaut 1000 mots. Donc, il faut choisir vos images pour illustrer vos articles. Une image vaut 1000 mots. Oui, il faut savoir choisir vraiment les images. Merci à vous, merci à Adonis pour toutes ces informations. Mais je vais quand même vous demander, pour terminer, de nous rappeler la première information. Vous voulez le malware? Oui, les applications. Rappelez-nous ça rapidement. Les 6 applications. Oui, très rapidement, avant qu'on qui sont. Vous avez My Camera. Oui, My Camera. Omni Cleaner. Speed Booster Optimizer. RAM Booster Total Cleaner. Cooler Smart Cooler. Flashlight Torch Screen Light Party. Si vous avez cette application, il vaut mieux juste les désinstaller. Il y en aura plein d'autres. Mais commencez déjà à désinstaller toutes les applications dont on a cité et désinstaller aussi les applications que vous n'utilisez pas. Ok. Ici, il n'y a rien de stocker là. L'astuce, c'est que quand vous installez une application gratuite, il y a la publicité qui apparaît. Sans le savoir, vous cliquez dessus, mais derrière, ils installent encore d'autres applications sans que vous ne le sachiez. Donc, quand vous ouvrez votre smartphone, vous voyez des applications que vous n'avez pas installées. Désinstaller-les simplement. Tout simplement. Merci à vous, Adonis Bontou, pour toutes ces informations. C'était bien riche, l'actualité sur la toile d'aujourd'hui. Bonne soirée à vous. Bonne soirée aussi. Merci bien. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le grand rendez-vous de ce jour. Mais d'abord, voici la météo en rappel.
C'était donc la météo, une réalisation de Christian Kenom. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis, principalement à Abomey, tous les natifs d'Abomey et tous ceux qui nous ont suivis depuis cette région-là. Nous vous remercions pour l'attention. Ce soir, à la coordination de votre émission, Yasmine Damanta, à la réalisation, Chérif Dossouza. On vous remercie pour l'attention. D'ici là, portez-vous très bien.